la rétrospective de la semaine. Un crime écologique prémédité. Voici comment le syndicat des travailleurs du ministère de l'Environnement, du Tourisme et de l'Hôtellerie SYNTED qualifie la décision du gouvernement de déclasser la forêt de Kwa. Pour le secrétaire général du syndicat, ce déclassement pourrait constituer un précédent grave. Youssifo Ouedraogo. On s'est contenté de décider de déclasser la forêt et de tout faire pour y arriver. Alors que nous avons en tout cas opposer un certain nombre de préoccupations qui concernent même la vocation de la forêt. Et au vu de tous ces éléments-là, nous avons interpellé le ministère. Non pas que nous sommes contre la construction de l'hôpital, mais que nous sommes fermement contre le déclassement de la forêt parce que cela constituerait une première au Burkina Faso. Et nous sommes sûrs qu'une fois que nous allons commencer à déclasser la forêt, ça va constituer un précédent grave qui va amener le déclassement des autres forêts. Pour lui, si le gouvernement réussit le passage en force, les autorités du ministère qui occupent des postes de nomination gagneraient à rendre leur démission. Ce n'est pas les décisions ou les interprétations du maire de Bobo ou du ministère de la Santé en matière de protection de la forêt qui devaient être considérées à ce niveau. Le gouvernement est divisé en départements et il y a un département qui s'occupe des questions de forêt. Ces responsables-là aujourd'hui qui occupent des postes de nomination doivent se sentir réellement inutiles si le gouvernement arrivait à outrepasser en tout cas leurs compétences. Et nous estimons que si le gouvernement pense que d'autres personnes peuvent faire le travail, il est mieux que ces responsables-là rendent leur démission, y compris le ministre de l'Environnement. Le SYNTED a saisi l'occasion pour appeler la société civile, les pouvoirs publics et les populations à s'opposer à ce qu'il qualifie de suicide collectif. Les structures œuvrant dans la défense du droit au logement n'excluent pas de marcher sur le palais présidentiel de Kosiam les jours à venir si les problèmes des populations des zones non loties ne sont pas résolus. C'est le message essentiel donné au cours de cette marche-meeting organisée ce jeudi en direction du Premier ministère. De l'avis du secrétaire général de la Coalition des associations pour la défense du droit au logement, CADDL, un an après avoir déposé la plateforme revendicative auprès du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, ce dernier n'a pas daigné la satisfaire. Pamanébié. Il n'y a pas eu d'avancée par rapport à la plateforme revendicative. Et bien au contraire, sur le terrain, nous avons remarqué que tout ce que le ministère fait, ce sont des actions négatives. Donc ils compromettent dangereusement les chances des populations d'avoir accès au logement. Nous avons marché sur le Premier ministère pour interpeller en sa qualité de chef du gouvernement afin qu'il prenne les dispositions pour pouvoir résoudre nos problèmes. Et ici, il enfourche la même trompette que son ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous n'écartons pas l'ultime moyen d'aller voir le patron à lui aussi, qui est le président du FASO. Pour les organisateurs de cette marche, l'heure est à la mobilisation pour exiger la satisfaction de la plateforme revendicative. Une plateforme actualisée à l'occasion de cette marche pour tenir compte des nouvelles difficultés. Pamanébié. Au regard des actions sur le terrain, au regard du poids que l'on accorde aux sociétés immobilières, nous avons trouvé qu'il était nécessaire d'interpeller pour qu'il y ait une relecture de la loi portant RAF parce que nous estimons que cette loi accorde beaucoup d'importance, beaucoup de droits aux sociétés immobilières qui constituent en réalité un élément du problème. Au lieu de résoudre les problèmes, on veut créer d'autres problèmes à travers des déguerpissements. Voilà pourquoi nous avons mis comme autre point l'arrêt des démolitions qui sont en cours. En l'absence du Premier ministre, les manifestants ont été reçus par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Cela ne constitue pas, selon les organisateurs, un obstacle à la prise en compte de leurs préoccupations. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ce soit le Premier ministre lui-même en personne qui reçoive de main à main nos revendications. En cas cela ne tienne, il a un alibi qui est qu'il devrait prononcer un discours devant l'Assemblée. Et nous estimons que l'essentiel est que notre plateforme lui parvienne et qu'il s'investisse dans la recherche de solutions. Parce que nous savons qu'à l'Assemblée, il va prononcer son discours, c'est vrai, mais de retour, il doit savoir qu'il y a sur sa table cette question du logement-là. Pamanébié et ses camarades ont saisi l'occasion pour remettre en cause les propos tenus par Dieudonné Maurice Bonané au cours de sa récente conférence de presse. Pour eux, les entreprises immobilières font bel et bien des lotissements.
Devant la représentation nationale, le Premier ministre Christophe Dabiré a livré son discours sur la situation nationale. Une situation marquée essentiellement par les attaques terroristes à répétition et d'une fronde sociale en ébullition, selon le Premier ministre. Pour ce qui est des attaques terroristes dont est victime le Burkina, le Premier ministre souligne que les terroristes, au-delà des attaques aux symboles de l'État, ont mis en œuvre leur stratégie de diviser pour mieux régner par le biais des conflits communautaires et contre les édifices et manifestations religieuses. Mais nous n'allons pas baisser les bras ni fermer les yeux devant le déroulement d'un dessein aussi funeste, lance Christophe Dabiré avant d'exprimer ses encouragements aux forces de défense et de sécurité pour le travail qu'elles abattent sur les fronts de la lutte contre le terrorisme. Se prononçant sur les nombreux remous sociaux, Christophe Dabiré note que ceux-ci ont affecté l'efficacité de l'action publique. Toutefois, il comprend l'impatience des travailleurs car, dit-il, je cite, « Dans l'histoire du Burkina, l'État a eu à prendre des engagements qui ont souffert dans leur mise en œuvre, provoquant ainsi un climat de méfiance et parfois de défiance vis-à-vis de l'autorité. » Et le Premier ministre de saisir l'occasion pour rassurer les travailleurs que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour la recherche de l'amélioration du bien-être de tous les Burkinabés. C'est pourquoi il réitère l'appel du chef de l'État à une trêve sociale et invite tous les Burkinabés à l'unité. Malgré les adversités, Christophe Dabiré note que son gouvernement n'a pas failli à ses missions essentielles de préservation de l'intégrité du territoire et de l'unité nationale et également sa mission d'assurer le progrès sur le sentier de la consolidation des valeurs fondamentales de la liberté, de la démocratie, de la justice et des droits humains. À ce titre, il note l'accroissement du taux de croissance économique qui est passé de 6,6% en 2018 contre 6,3% en 2017. Outre cela, il note le taux d'investissement public qui est passé de 8% en 2017 à 10% du PIB en 2018. Des chiffres qui démontrent de la stabilité de l'environnement macroéconomique et qui augurent l'espoir d'un lendemain meilleur, conclut Christophe Dabiré. Chevauchement des années, insuffisance d'enseignants, difficultés dans la dispensation des cours. Ce sont entre autres les résultats de l'application du système licence master doctorat LMD dans les universités publiques du Burkina. A encore l'animateur principal de cette conférence publique, par ailleurs secrétaire général du comité des universités publiques au niveau de la FCINTER. Pour lui, l'application du système LMD n'était pas en adéquation avec les réalités que connaissent les dites universités. Alain Sanou. On est allé dans ce système-là alors qu'on avait beaucoup de problèmes non résolus, c'est-à-dire premièrement un problème d'infrastructure, un problème de ressources humaines en quantité et en qualité en ce qui concerne les enseignants, et puis ensuite une structure administrative obsolète. Donc dans ces conditions-là, il est très difficile de réussir l'application d'un tel système qui est très exigeant en matière d'infrastructure, de ressources humaines en quantité et en qualité. Pour sa part, l'Association nationale des étudiants burkinabés, ANEB Ouaga, ne prend toujours que la suspension du LMD. Abbas Wanga en est le président. En rapport avec l'application du système LMD, cela a été matérialisé dans la plateforme revendicative qu'on a adoptée, notamment le 21 mars dernier, qui a été déposée par la suite sur la table des autorités ministérielles et universitaires. Et c'est notamment la suspension pure et simple de l'application du système LMD, le temps de réunir les conditions de son application. Cette conférence publique sur l'état des lieux du système LMD se tient en prélude aux activités marquant le 29e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari. C'est grâce à la mobilisation des étudiants soutenus par les patriotes démocrates et révolutionnaires sincères à exiger la vérité et la justice que le dossier d'Abo Boukari n'a pas été facilement enterré, souligne le président de l'Union générale des étudiants burkinabés à l'entame de point de presse. S'il y a eu des faits et actes allant dans la manifestation de la vérité dans les derniers développements du dossier, le président de l'UGEB déplore tout de même la lenteur dans l'évolution judiciaire du dossier. Ismaël Traoré. C'est l'inculpation de Bamba Mamadou qui était alors membre du bureau du comité révolutionnaire de l'université de Ouagadougou. Il y a également l'inculpation de Gilbert Diendéré qui était le premier responsable du conseil de l'entente. Donc ce sont les deux qui ont été inculpés. Il y a d'autres noms également, mais au regard du fait que ce dossier-là est couvert par le secret de l'instruction, ces noms-là n'ont pas été communiqués. Au-delà de ces inculpations, il y a eu des auditions. Il y a des personnes qui ont été auditionnées en tant que témoins et autres. Il y a
aussi une présumée tombe qui a été indiquée à la famille et aux avocats de la famille. Mais depuis lors, il faut dire que ce dossier-là n'évolue pas en notre sens parce qu'il n'y a pas de communication au niveau de la justice pour nous dire exactement où se situe le dossier. Donc, c'est pour dire que le dossier est toujours en souffrance devant la justice. C'est pourquoi lui et ses camarades entendent maintenir le flambeau de la lutte pour la vérité et la justice pour Dabo Boukari. 29 ans, c'est quand même trop, parce que c'est toute une génération. Donc, véritablement, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse se pencher effectivement sur cette affaire-là. Parce qu'en tant qu'étudiants, en tant qu'organisation combative des étudiants, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à nous mobiliser jusqu'à ce que la lumière soit faite, en tout cas dans cette affaire. Pour ce faire, c'est toute une série d'activités qui vont marquer cette 29e journée de l'étudiant burkinabé. En termes d'activités, il y aura des assemblées générales, il y aura des conférences, des panels, des vidéos, débats. Et sur le thème de la journée, on va réfléchir sur nos plateformes revendicatives, nos plateformes minimales d'action. On va produire également un message adressé donc à qui de droit et pour que effectivement la question d'Abou Boukari puisse être examinée de façon sérieuse. La journée de l'étudiant burkinabé est commémorée chaque 19 mai en hommage à l'étudiant de 7e année de médecine d'Abou Boukari, assassiné le 19 mai 1990. Cette année, la commémoration se tient sous le thème 29 ans après, poursuivant la lutte pour la vérité et la justice pour Dabo Boukari et pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. Gilbert Go, bonjour. Bonjour. Le statut du personnel de la Poste a finalement été adopté. Est-ce que les travailleurs vont reprendre service? Effectivement, nous avons appris par annonce que le statut a été adopté hier par le conseil d'administration. Mais je dois vous rappeler que le statut n'est qu'un point des revendications du personnel. Donc le statut à lui seul ne suffit pas pour dire aux gens de reprendre. Mais nous avons une équipe qui travaille et qui va analyser ce qui est arrivé et voir quelle est la suite à donner à cette adoption. J'ai toujours dit et répété que le statut n'est que l'élément déclencheur. Sinon, le statut n'est pas le plat de résistance. C'est le système de gouvernance qui est décrit depuis très longtemps. Il y a également votre directeur général qui vous tend la main. Bon, cette main, ce n'est pas la première fois qu'elle nous est tendue. Lors des précédentes crises aussi, la même main a été tendue plusieurs fois. Mais en fait, c'est une question de principe. Nous n'avons pas refusé, mais nous ne l'avons pas encore accepté. Mais toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, nous allons analyser toutes ces démarches-là et voir comment nous allons orienter notre combat. Ce qui veut dire que c'est possible que le syndicat lâche du lest. Ce n'est pas ce que je vais dire, mais toujours est-il que nous sommes un syndicat suffisamment responsable. Ce n'est pas pour rien, nous avons alerté la hiérarchie depuis très longtemps par rapport à certains comportements, certains écarts. Et malheureusement, rien n'a été pris comme disposition pour éviter cette crise que nous vivons aujourd'hui. Toujours est-il que nous sommes toujours dans la logique de bien faire, dans la logique du dialogue, et nous verrons en tout cas dans les heures qui suivent ce qu'il y a lieu de faire. Vous ne craignez finalement pas qu'on vous traite de jusqu'au-boutiste? Pas du tout, parce que en réalité, nous ne sommes pas notre première crise. Et lors de la précédente crise, il y a eu des engagements qui malheureusement n'ont pas été tenus. Ce qui est constaté un peu partout dans les services et dans les ministères. C'est ça aussi qui crée la grogne partout aujourd'hui. Donc quand on prend un engagement, il faut respecter la parole donnée. Si on ne respecte pas la parole donnée, naturellement, ça va dégénérer un jour et personne n'est gagnant. Sinon, en tout cas, nous sommes toujours sereins et nous pensons que les choses iront de mieux en mieux, si tout plaît à Dieu. À propos des révélations que vous avez eu à faire hier sur votre directeur général, pourquoi cela ne figurait pas non plus dans votre plateforme? Vous avez laissé ça de côté. C'est peut-être parce que votre lutte a atteint un autre niveau et que vous ressortez avec ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez voulu couvrir votre directeur général en quelque sorte. Bon, on n'a pas voulu le couvrir. Nous avons toujours décrié son système de gouvernance et tous les écarts de comportement ont été souvent révélés à la hiérarchie. Et comme je l'ai dit, nous on préférait laver le linge sale en famille. Malheureusement, comme nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, dans la communication des premiers responsables, on tend à nous charger, on tend à dire que c'est à cause du statut seulement, alors que nous savons que ce n'est pas à cause du statut seulement que nous sommes dehors. C'est pourquoi nous avons fait ces révélations. Il y en a qui disent qu'il a une bonne gestion, il a su cela, nous les anciens, nous sommes contre lui. On va sortir les éléments pour montrer que ce n'est pas une affaire d'anciens contre jeunes. Non, au contraire, nous devons savoir cohabiter. Les jeunes ne peuvent rien faire sans les anciens aussi ne peuvent pas travailler sans les jeunes. Donc c'est un tout. Maintenant, les éléments que nous avons révélés, c'est pour que l'opinion sache que la bonne gestion dont il est question, la réalité,
réalité, c'est pas une bonne gestion. Parce qu'on est en train de nous opposer cela, mais on donne ces informations pour que l'opinion sache ce qu'il y a réellement. Gilbert Rogo, merci. Merci à vous également. Concrétiser le statut et le cadre réglementaire du dialogue politique et les modalités de mise en œuvre et de suivi des décisions qui y seront issues. Ce sont les deux préalables qu'avait fixé le chef de file de l'opposition à sa participation au dialogue initié par le président du Faso. Le processus étant bloqué, le dialogue n'a pu se tenir le 28 avril passé comme prévu. Mais ce mardi 14 mai, l'opposition, par la voix de Jean-Hubert Bazier, annonce un début de dénouement. Par lettre datée du 8 mai 2019, le président du Faso a accepté le principe d'un comité préparatoire présidé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale et composé de 4 membres répartis paritairement entre l'opposition et la majorité. Ainsi, le CFA dit avoir transmis la liste de ses représentants qui siégeront dans le dit comité dont la mission est de proposer une feuille de route pour le dialogue. Autre sujet commenté par l'opposition ce jour, la crise à la poste du Burkina, où l'institution note avoir appris l'expulsion du premier responsable de ses bureaux par les employés le 8 mai dernier et l'opposition dit s'en démarquer. Sans entrer dans la polémique sur les explications des différents partis, l'opposition politique ne peut cautionner un acte, quel qu'il soit, qui procède de l'incivisme ou de la violence. Pour lui, le gouvernement est à l'origine des situations de violence pour avoir politisé à outrance les postes de direction. Il accuse ainsi le pouvoir MPP d'exceller dans le parachutage de copains et parents qui n'ont pas le profil professionnel requis à la tête des institutions et des sociétés d'État jugées juteuses. Jean-Hubert Bazier en conclut que c'est cette manière de gouverner qui alimente parfois les frustrations et les révoltes. À la date butoir de l'enlèvement des kiosques dont l'installation est jugée anarchique au sein du grand marché de Ouagadougou par l'agence de développement économique urbain dans son communiqué, les commerçants concernés ne semblent pas avoir pris toute la mesure de la situation. En cette matinée du 14 mai, les 10 commerçants ont ouvert leurs kiosques et vaquent tranquillement à leurs activités. Même si certains, à l'instar de Isaka Sawadogo, reconnaissent qu'ils sont dans une zone rouge, ils justifient leur présence par un certain nombre de faits. Si on comprend que c'est jaune interdit. Mais tu sais, par exemple, à ce moment que nous on est installé là-bas, par exemple, si nous quittons là-bas, parce que place là, ça ne serait pas vite. Il y a quelqu'un d'autre qui vont installer encore. Outre cela, c'est le fait que ces lieux constituent leur gagne-pain depuis des années. Comme au Burkina ici, il n'y a pas de travail. Parce que comme nous-mêmes, on est là-haut, on a fait le banc là. Mais comme il n'y a pas de travail, on a rentré ici pour débrouiller avec les parents et puis les mamans. Parce que nous aussi, on vit dans ça. On est là, on cherche à manger, donc si on se lève ici, là, on ne sait pas là où on va rentrer, donc c'est compliqué. Saïbata Sawadogo, elle, pointe du doigt l'étroitesse des magasins du marché qui ne peuvent pas contenir la totalité de leurs marchandises. Les hangars là aussi sont petits. On ne peut pas stocker tout dedans. Il faut qu'on négocie le bol là pour mettre des petits hangars pour faire notre travail, quoi. Mais ils ont dit qu'ils vont ramasser ça, c'est pas une bonne affaire pour nous. Face à cette situation, ces commerçants implorent la clémence des autorités municipales et les appellent à la table du dialogue. Il faut qu'on négocie avec eux parce qu'on n'a pas la force. Il faut qu'on négocie avec eux pour gagner à manger. On va négocier avec le maire, ça va nous arranger, quoi. Sinon, comme ça, là, c'est pas une bonne chose. L'agence de développement économique urbain va-t-elle passer à l'acte en déguerpissant les mises en cause? Les responsables de la structure, visiblement très chargés, n'ont pas pu répondre à nos sollicitations. Le syndicat national du personnel des droits humains, SINAPDH, dit douter de la capacité de la ministre Aminata Ouattara à gérer le département des droits humains et de la promotion civique. Le secrétaire général du syndicat, Salfo Gouba, en veut pour preuve une morosité qui règne dans le fonctionnement du dit ministère. Cette morosité a commencé par l'adoption timide
2 mois après sa prise de fonction, de l'organigramme du ministère, sans aucune forme d'implication des partenaires sociaux. Sur le plan du fonctionnement du ministère, il est à constater que les structures d'appui, telles que la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, la Direction des ressources humaines, n'existe pas jusqu'à présent aucune structure technique, mais opérationnelle jusqu'à ce jour. Les différents cadres de concertation ne se tiennent pas. Pour lui et ses camarades, cette situation a des répercussions sur leur carrière. Cette situation entrave négativement le bon fonctionnement du ministère car beaucoup de dossiers sont tout simplement mis en veille, les structures compétentes n'existant pas pour le moment. Cela commence d'ailleurs à se ressentir du moment où certains actes liés à la carrière des agents sont bloqués. Si rien n'est fait dans l'immédiat, le syndicat dit se réserver le droit d'user de tous les moyens à sa disposition en vue de faire changer les choses. Nous avons souhaité rencontrer le ministre là pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à cela. Mais on a tenté à plusieurs reprises, on a envoyé des lettres en vain, des lettres de demande d'audience. Ensuite, on a envoyé même une lettre au Premier ministre pour qu'il puisse l'interpeller afin qu'il nous reçoive. Effectivement, il a été interpellé, mais il nous a fait recevoir par ses subalternes, ça veut dire le DIRCAB et le EG du ministère, qui sont venus même à la rencontre là et qui ignoraient même l'ordre du jour de cette rencontre-là. Donc c'est tout cela là que nous avons voulu dénoncer à travers la déclaration. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un ministère qui est en charge du dialogue social, il n'y ait pas le dialogue. Vous savez que actuellement le contexte où nous sommes plongés actuellement là, il y a des crises un peu partout, mais les gens ne voient même pas l'inspecteur du travail en œuvre, alors que c'est nous les garants de la paix sociale. Normalement, toutes ces crises que vous voyez là, c'est nous qui sommes censés même juguler ces crises-là. Mais si à notre sein même on a des problèmes, il n'y a pas de dialogue entre nous et puis notre ministre là, c'est ce qui explique le fait qu'on ne ressent pas les actions des inspecteurs et contrôleurs du travail sur le terrain. Et du coup, dans tout le pays, le front social est en ébullition et on ne sait pas là où ça part. Au sein du ministère, il y a des cadres supérieurs qui sont actuellement dans la rue et qui ne travaillent pas. Tout simplement parce que certains d'entre eux ont osé critiquer des nominations au sein du ministère. Et le ministre a vu ça comme un acte de déloyauté. Et cela a valu à ces derniers-là leur relèvement. Parce que la plupart de ces agents étaient des chefs de service. Ils ont tout simplement été relevés et mis à la disposition de la DRH. Mais plus de 4 mois, ils sont toujours mis à la disposition de la DRH. Ils ne sont pas toujours affectés. Donc nous disons qu'en tout cas à ce niveau, la gestion à l'interne pose problème et nous avons voulu effectivement relever ça au niveau de la déclaration. En dehors de ces cadres dont j'ai fait cas, il y a aussi d'autres directeurs qui ont été relevés, mais jusqu'à présent, ils attendent toujours les affectations. Donc on ne peut pas comprendre qu'au moment où on veut rationaliser les ressources humaines, nous sommes là avec des cadres dans la nature qui perçoivent leur salaire et qui ne font pas de travail. Le sucre, le lait et le riz sont principalement les produits contrôlés au cours de la sortie inopinée du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Aruna Kabore. Il a été question pour lui et ses services de contrôle de vérifier les prix, les étiquettes, les emballages et également le poids des sacs de riz et de sucre. Après avoir visité 3 points de vente, Aruna Kabore souligne que les commerçants se conforment en général à la réglementation. Au niveau donc des poids, on a vu qu'il y a un respect. Au niveau donc des poids des sacs de riz, des sacs de farine. Il y a quelques endroits où on a 1 kilo en moins, 1,5 kg en moins. Mais comme je disais aux différents gérants, c'est-à-dire que les services vont les amender. On a même constaté qu'il y a beaucoup de promotions qui sont faites sur les produits, de telle sorte que les coûts de produits, certains produits qui sont utilisés dans cette période-là ont connu une baisse. Et ça, c'est quelque chose donc de très important. Toutefois, des manquements ont été constatés dans quelques points de vente, a fait remarquer le ministre en charge du commerce. Il y a encore donc des insuffisances en matière d'affichage des prix. Ce qu'on a toujours dit aux commerçants, il faut afficher les prix. De telle sorte que celui qui rentre dans le magasin connaît déjà le prix. L'autre élément, il faut qu'il y ait une surveillance accrue au niveau donc, du respect donc, des dates de péremption sur les produits. Non seulement ça doit être visible, ce qui est estampillé là-dessus,
mais en même temps, il doit y avoir une vigilance lorsque les dates d'opération s'approchent. Des manquements auxquels certains gérants de boutiques, à l'instar de Sidonie Sawargo, justifient par plusieurs raisons. Pour dire sincèrement, c'est des produits qu'on peut commander et c'est le fournisseur qui nous amène, ne contrôle pas le poids. Bon, c'est des grossistes et c'est souvent difficile d'arriver là-bas dire contrôler Bon, je trouve que de ce côté, c'est de revoir du côté des grossistes pour qu'eux aussi soient honnêtes à leur niveau. Les boîtes sans écriture, bon, je peux dire que c'est le lait, mais ils tapent ça et que c'est illisible, on ne voit pas. Voilà, sinon ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on n'arrive pas à lire. Voilà, mais c'est des produits où chaque matin la livraison se fait. Ces contrôles sur les prix des produits de grande consommation pendant le mois de Ramadan s'effectuent sur toute l'étendue du territoire national et concernent principalement les importateurs, les grossistes et les détaillants. C'est Hugues Rissard Sama de l'Observateur Palaga, en plus de gagnant du meilleur reportage, qui s'adjuge le trophée du super gagnant de cette 22e édition de la nuit des récompenses des journalistes, un prix qu'il a décroché avec ses œuvres intitulées Maladie mentale dans la région du Nord, Le sacerdoce fou de vagabond de la charité et Ouverture échangeur du Nord. Pour aller à l'aller, on monte ou on descend. Une récompense qui a été une surprise pour le lauréat, confie-t-il. C'est une grande surprise pour moi. Au-delà de ma personne, la petite analyse que je fais en tant que journaliste, c'est que quelque part ce super gagnant-là vient consacrer cette cure de jouvence qui s'est opérée au sein de la profession depuis quelques années. Comme vous le savez, beaucoup de journalistes en tout cas qui exercent leur métier sont assez jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de leurs aînés, mais sans doute qu'ils sont petits de talent et qu'ils ont la motivation. Donc au-delà de ma petite personne, ce prix à mon avis vient consacrer le travail qui est abattu par les jeunes journalistes au niveau de toutes les rédactions. Il répare ainsi avec la somme de 4 millions de francs une villa d'environ 20 millions de francs, une moto, un billet d'avion et bien d'autres articles. 34 autres prix gagnants ont été également récompensés dans les différentes catégories et genres journalistiques. Malheureusement, il n'y a eu aucun lauréat parmi les 18 candidats dans la catégorie presse en ligne. Le manque de rigueur dans la constitution des dossiers, la confusion des genres, la non-maîtrise des genres journalistiques et techniques de montage sont entre autres manquements qui expliquent cet état de fait selon Mafarta Sanogo, président du jury.